Bienvenue au Geek News de Popcorn, le seul show sur Internet où je jase de séries télé et de cinéma et que je dis que je le fais à tous les semaines, mais que l'horaire est tout fucké puis j'y arrive jamais. Bref, plusieurs nouvelles sont sorties dans le monde geek la semaine passée, la semaine d'avant aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Bref, on va tomber tout de suite là-dedans, les Geek News de Popcorn. Vous avez sûrement vu plusieurs photos qui sont sorties sur Internet de Doctor Strange avec Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange. Je voulais parler rapidement un peu des costumes, à vrai dire, du costume de Doctor Strange en particulier. Marvel fait une très bonne job côté des costumes pour élaborer des styles très différents d'un héros à l'autre. On voit des très bonnes jobs avec Captain America, Iron Man et un paquet d'autres héros dans l'univers de Marvel. Et je dois dire que je suis quand même assez impressionné par le look de Stephen Strange, de Doctor Strange dans le film qui va sortir au mois de novembre. Ça devrait être le 4 novembre qui devrait sortir. C'est un look très précis et difficile à rendre réaliste, je pourrais dire, parce que Doctor Strange dans la BD et dans les films d'animation de Marvel, il y a un look quand même assez flyé, puis un look qui est difficile à rendre réaliste. Mais ils font une très bonne job de ce côté-là, et Benedict Cumberbatch, on sent vraiment qu'il incarne Doctor Strange, Stephen Strange, parfaitement dans les photos qu'on voit à l'écran. Encore sur le film de Doctor Strange, il y a des photos qui sont sorties de Mads Mikkelsen, le supposé grand méchant du film de Doctor Strange. Bien sûr, ça reste à confirmer parce que ça se pourrait très bien que Tilda Swinton soit la grande méchante, à vrai dire, dans le film. Mais pour le moment, on dirait bien que Mads Mikkelsen va jouer un personnage très important, un méchant très important dans le film de Doctor Strange. Il y a plusieurs photos, justement, qui sont sorties. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui est poussé dans l'art du mystique, tout comme Doctor Strange, mais qui est possédé, si je pourrais dire, à un certain niveau. Je pense que la possession serait faite par Dormammu à cause du petit symbole qu'on voit dans son front qui est reflété dans plusieurs BD comme étant le symbole de Dormammu, mais ça reste à confirmer. Ça n'a jamais été associé à Dormammu directement, mais souvent Dormammu va avoir un symbole similaire, soit dans sa face ou dans son costume, peu importe. Donc, selon moi, ça va être Dormammu qui va posséder ces différentes personnes-là. On le voit dans les photos accompagné d'une autre personne. Et la possession, on voit ça fait des craquelures sur le bord des yeux. Donc, selon moi, puis c'est pas juste Mads Mikkelsen, parce qu'on le voit justement sur les autres personnes qui sont à côté de lui. Donc, est-ce que ça pourrait être une espèce d'effet de possession par une entité différente? Selon moi, c'est Dormammu. Ça marcherait très bien. On verra bien ce que ça donne dans le film. La bande-annonce pour le film The Lost City of Z avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson et Tom Holland est sortie en ligne, mais pas resté longtemps. Je vous explique un peu c'est quoi le film rapidement. C'est l'histoire de Percy Fawcett qui trouve dans la jungle amazonienne au Brésil en 1925 une ville pavée d'or qui est gérée par les Mayens, une ville ancienne, peu importe. Éventuellement retourne dans le monde moderne et est obligé de retourner à The Lost City of Z pour un peu prouver ses trouvailles auprès de ses pairs. Donc, le film relate l'histoire de Percy Fawcett. C'est un film, une histoire classique, je pourrais dire, mais la bande-annonce est vraiment géniale. Le film a de l'air malade mental. La bande-annonce n'est pas restée longtemps en ligne parce que le studio essaie de se trouver une date de sortie pour le film et un peu de misère avance ce genre de film-là parce que c'est un film qui est une épopée classique en même temps, mais qui est pas très, je pourrais dire, rentable normalement auprès des studios. Donc, ils ont fait une bande-annonce, ils l'ont sorti en ligne pour un peu tâter le pouls d'Internet et des différentes personnes qui l'ont visionné pour un peu savoir comment on pourrait marketer ce film-là. Donc, c'est pas resté longtemps en ligne, c'est un petit peu dur à retrouver. Vous pouvez sûrement la retrouver sur la page de Popcorn si on nous permet de la montrer sur la page de Popcorn. Sur la chaîne YouTube de Popcorn, abonnez-vous, c'est très important.
pour regarder la bande-annonce de The Lost City of Z, qui a pas encore de date de sortie, mais on s'attend à ce que ça sorte d'ici la fin de 2016. C'est encore très flou, ça se peut que ça sorte soit en 2016, soit début 2017. Il y a rien de confirmé, comme je vous dis, la bande-annonce est sortie un peu pour tâter le pouls du public, savoir est-ce que c'est un film à intérêt public, est-ce que les gens veulent voir le film de Lost City of Z ou pas. Mais bref, le film a de l'air vraiment mongol, la direction a de l'air folle. C'est rare que j'aime vraiment Robert Pattinson dans ses films. C'est rare que j'aime Charlie Hunnam, à part dans Sons of Anarchy. Il a pas fait grand chose pour me prouver que c'est un acteur qui est vraiment sa coche. Quoique je me base pas mal sur Pacific Rim, j'ai été énormément déçu de sa prestation dans Pacific Rim, mais c'est un film de robots géants. On y en veut pas pour ça. Tom Holland, encore une fois, qui fait ses preuves en tant qu'acteur, je suis sûr que ça va être écœurant. On va parler aussi de Tom Holland dans Spider-Man un petit peu plus tard. Mais bref, The Lost City of Z, ça a l'air d'un film magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous tiens au courant pour les dates de sortie. Ça va être un film monstrueusement bon. À savoir s'il va avoir une grosse sortie au box-office. Est-ce que ça va être un film qui va être populaire? On retourne un peu. Il y a une tendance pour retourner vers ce genre de film épopée épique, classique, historique, si je pourrais dire. En même temps, il y a comme une tangente qui retourne vers ce genre de film-là. On voit ici The Jungle Book, on refait un paquet de western dernièrement. On voit que le public veut voir ce genre de film-là. Je sais pas si ça va avoir une très grande place au box-office, comme je vous dis. On verra bien, je vous tiens au courant dans les prochaines semaines. Une grande perte pour les fans de Star Wars. Il y a pas grand monde qui en ont parlé. C'est pas quelque chose qui a été très populaire sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu malheureux. Fait que je voulais prendre une petite minute pour jaser d'un gars qui s'appelle Eric Boersfeld. C'est lui qui a incarné, qui a fait la voix de Amiral Akbar dans Star Wars. Puis c'est lui qui a incarné le personnage de Bib Fortuna, l'espèce d'homme serpent avec l'espèce de protrusion de queue autour de la tête au palais de Jabba. Bref, Eric Boersfeld est mort à l'âge de 93 ans. Il y a 93 ans, là, il y avait un paquet de problèmes de santé. C'est pas quelque chose qui était soudain ou imprévu. Là, c'est pas un accident ou peu importe. Là. Mais c'est quelqu'un qui a quand même iconisé It's a Trap. C'est quelqu'un de très important pour les fans de Star Wars, selon moi. C'est pas quelqu'un qui a eu une vie très publique ou une vie rempli au cinéma. Il a pas fait un million de trucs. Il a fait beaucoup de radios, ça c'est sûr, des radiodramas. Il a joué dans quelques films. Il a donné sa voix à plusieurs personnages dans Crimson Peak, PAR, Artificial Intelligence de Steven Spielberg. C'est des films vraiment magnifiques. C'est un gars qui avait énormément de talent. Puis, malheureusement, il est décédé à l'âge de 93 ans. C'est une grande perte, surtout pour les fans de Star Wars. Amiral Akbar est décédé. J'ai récemment réécouté la série au complet de Friends. Et je me demandais justement où est David Schwimmer, qu'est-ce qu'il fait depuis la série Friends qui est maintenant s'est terminée il y a 15 ans à peu près. David Schwimmer, c'est celui qui a incarné le personnage de Ross dans la série Friends. Et je me suis étonné à savoir que AMC lui a accordé une série totale qui s'appelle Feed the Beast aux côtés de Jim Sturgess. Et oui, il y a une mini bande-annonce qui est sortie récemment, mais AMC est en train de développer un show, c'est tourné, ça va sortir, on sait pas encore exactement les dates, mais ça devrait sortir en 2016. La date est pas encore confirmée malheureusement, mais David Schwimmer, qui est quand même un très bon acteur, qui avec l'âge est devenu un acteur encore meilleur, est un acteur très dramatique si je pourrais dire. Il y a eu une formation très classique. Mais bon, David Schwimmer va jouer aux côtés de Jim Sturgess. Ça va être deux amis d'enfance qui vont se retrouver dans le Bronx pour ouvrir un nouveau restaurant.
selon le synopsis. Et Jim Sturgis, c'est quelqu'un qui a un passé très lourd et qui est souvent se fout dans la merde avec les différents gangsters du Bronx. David Schwimmer va jouer un peu le straight man qui va essayer de rétablir la relation entre les deux. Il y a plusieurs personnes qui sont attachées au projet aussi qui vont jouer différents rôles. Des personnes, des acteurs qui sont très bons, mais qu'on connaît quand même très peu. On parle ici de, plus exactement, Lorenzo Izzo, qui a joué dans The Green Inferno puis Sex Ed, pardon. Il y a aussi Michael Gladys qui a joué dans Mad Men, House of Lies. Il y a Pilar, excusez. C'est pas vrai. Il y a Kristen Adams qui a joué dans Batman Begins et Agents of S.H.I.E.L.D. Joe Doman qui a joué dans The Wire et The Affair et un paquet d'autres personnages qui vont jouer dans un paquet d'autres acteurs qui vont jouer dans la série. Bref, ça a l'air d'une série qui est quand même, le synopsis est très bon. J'ai hâte de voir ce que David Schwimmer est capable de faire. Jim Sturgis, son talent est irrévocable. C'est vraiment un acteur merveilleux. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que David Schwimmer va faire dans une série à l'opposé de Jim Sturgis. Puis AMC a mise beaucoup sur cette série-là pour les prochaines années. Donc, c'est quelque chose qui, selon moi, c'est un projet qui va un peu ramener David Schwimmer à l'avant des séries télé, puis qui va être un acteur un peu plus hot, mais en même temps, il a pris beaucoup d'âge, je pourrais dire, il a pris un coup de vieux, ce qui est pas mauvais, parce qu'il faut vraiment qu'il se qu'il s'éloigne, je pourrais dire, de son personnage de Ross. C'est quand même une difficulté qui était très grande pour lui, parce que c'est un personnage qui est très iconique, mais en jouant un rôle un petit peu plus dur, en même temps en ayant pris un coup de vieux, ça va vraiment faire une séparation avec le personnage de Ross, puis je pense que ça va être vraiment quelque chose de kick-ass. Comme je vous dis, la série Feed the Beast de AMC a pas encore de date de sortie, mais ça devrait être cette année. Il y a plusieurs personnes qui ont eu vraiment une grosse peur le 18 mars dernier. Le jeune acteur Dylan O'Brien, sur le set du film de Maze Runner The Death Cure, qui est le 3e film de Maze Runner qui va sortir, qui était supposé sortir le 17 février 2017. Durant le tournage, il y a une cascade à faire sur une moto et ça se passe très mal. Bref, Dylan O'Brien se pète la gueule, une commotion cérébrale, plusieurs fractures et des lacérations au niveau de la jambe et du visage. Bref, ça se passe très mal pour cet acteur-là en ce moment. Mais le directeur est sorti pour dire que le tournage va recommencer bientôt. En ce moment, il se concentre sur, bien sûr, la récupération de Dylan O'Brien, mais il tourne un peu le restant du film, si je pourrais dire, comme ils peuvent. Ils tournent les scènes qu'ils peuvent tourner sans l'acteur principal. Et éventuellement, Dylan O'Brien va revenir pour reprendre son rôle, reprendre le tournage du film de Maze Runner The Death Cure qui se passe à Vancouver en ce moment. Donc, il y a plusieurs choses qui font en sorte que ça va affecter beaucoup de choses au niveau du tournage. D'un, Dylan O'Brien a fait, je pense qu'il disait qu'ils ont fait à peu près 30% du tournage de Dylan O'Brien jusqu'à présent, jusqu'à son accident qui était le 18 mars. Maintenant, Dylan O'Brien devrait revenir dans 6 à 8 semaines. Mais ce que ça occasionne, c'est qu'il va revenir, mais il sera pas de top shape. C'est un film qui est quand même fast-paced puis qu'il y a beaucoup de... faut que le personnage court et soit... C'est un rôle qui est très physique, donc faut que le personnage court, saute, rampe à terre puis se garoche un petit peu partout. Donc, c'est un rôle qui est très physique, puis même après 6 à 8 semaines, Dylan O'Brien, l'acteur, ne sera pas capable de remplir cette commande physique-là comme il l'a fait dans les films passés. Donc, les tournages vont sûrement être, encore une fois, reportés jusqu'à la fin de l'année, le temps que Dylan O'Brien puisse reprendre du poids de la bête, revenir physiquement pour pouvoir accomplir un très bon rôle, parce que c'est quand même un très bon acteur qui est quand même dévoué. Ben, c'est pas un acteur malade mental, mais c'est un bon acteur pareil. Donc, en date d'aujourd'hui, on est en train de dire que le projet est repoussé de 6 à 8 semaines, mais ça m'étonnerait pas que dans 2 ou 3 semaines, on ait une autre annonce que le film soit encore repoussé, le tournage soit encore repoussé de 6 à 8 semaines, le temps que Dylan O'Brien récupère
en masse pour continuer son rôle, continuer les tournages. Ça, ce que ça veut dire pour la date de sortie du film, qui était le 17 février 2017, c'est que en ce moment, la date n'a pas changé. Ce que ça occasionne, c'est que soit le film va pas doubler ses coûts, mais va mettre, mettons, 25% de plus sur le budget pour faire une commande d'effets spéciaux beaucoup plus rapide, ce qui veut dire qu'on va engager 2 fois plus de gens pour faire la post-production, les effets spéciaux en post-production, pour pouvoir garder fidèlement la date du 17 février 2017, parce que c'est une date très rentable au cinéma. C'est de très bonnes dates, si je pourrais dire, au cinéma, pour aller chercher de très bons chiffres au box-office. Soit ça, donc le film pourrait s'occasionner, mettons, 25% de plus de budget, mais ce que ça fait, c'est que faut aller chercher ce retard-là, si je pourrais dire, au box-office pour faire en sorte que le film soit rentable. Le dernier d'une trilogie, c'est une formule classique du cinéma, c'est toujours celui qui fait le moins d'argent. Donc, est-ce que on va essayer de prendre le risque de mettre un peu plus de budget pour garder la date absolument du 17 février? Ça m'étonnerait. Selon moi, on va repousser la date du 17 février puis on va essayer de se tailler une petite place au box-office dans les grosses sorties de l'été. Mais ça, ce que ça occasionne, par contre, c'est qu'on va se battre contre des plus gros films. Donc, on a moins de chances de faire un gros hit et d'avoir beaucoup d'argent. Bref, le studio est un peu dans la merde en ce moment avec cet accident-là. En même temps, il y a plusieurs personnes qui sont très concernées au fait que Dylan O'Brien va quand même avoir certaines marques, si je pourrais dire, de cet accident-là parce qu'il a été blessé au visage. On sait pas encore l'étendue des dégâts. Il y a pas vraiment personne qui en a parlé publiquement. Il y a pas de photos qui sont sorties. Il y a rien de ça qui est sorti sur le web. Bref, on verra comment ça se passe. Je vous tiens au courant pour The Maze Runner, le dernier chapitre de Maze Runner qui est de Death Cure. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Edge of Tomorrow 2 en ligne en ce moment parce qu'il y a beaucoup de fuck avec le projet. Je vous explique ça un peu simplement. Christopher McQuarrie, qui est un directeur quand même très bon, était supposé, les rumeurs voulaient que ce soit Christopher McQuarrie qui dirige le film Edge of Tomorrow 2. C'est Doug Liman qui a dirigé le premier. Et Christopher McQuarrie est sorti sur Twitter disant « Non, c'est pas moi qui dirige le film. Il y aura jamais de Edge of Tomorrow 2 sans que Doug Liman soit à la direction. » Donc, le projet a un peu stallé là parce qu'on pensait que Christopher McQuarrie avait signé pour diriger le film Edge of Tomorrow 2. Mais ce qui a été confirmé, à vrai dire, c'est que c'est Anna Waterhouse et Joe Shrapnel, ceux qui ont écrit le film de Gray Man, qui vont écrire le film Edge of Tomorrow 2. Ça a été confirmé et c'est en train de se faire développer. Maintenant, est-ce que Doug Liman a signé pour diriger Edge of Tomorrow 2? Non, pas encore. La rumeur veut que Christopher McQuarrie soit intéressé à diriger le film Edge of Tomorrow 2, mais qu'il le fera pas sans l'accord de Doug Liman. Et Doug Liman voudrait vraiment pouvoir diriger ce film-là, mais Tom Cruise et Emily Blunt sont attachés au projet, mais n'ont pas signé, c'est pas confirmé pour Edge of Tomorrow 2. Donc, on sait pas vraiment ce qui va se passer avec ça. Tout ce qu'on sait, c'est que Joe Shrapnel et Anna Waterhouse sont en train, en ce moment, de développer une suite au film Edge of Tomorrow. Est-ce que Christopher McQuarrie va prendre le titre? Est-ce que Doug Liman va prendre le titre du directeur? On sait pas encore ce qui va se passer avec ça. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de dire que Christopher McQuarrie est en train de filmer le film de Gray Man avec Charlize Theron, donc ne prendra pas le titre de directeur pour Edge of Tomorrow 2 et laisserait la place à Doug Liman qui est en train de travailler sur autre chose lui aussi. Donc c'est un peu un fuckfest de rumeurs en ligne en ce moment. Ce qui a été confirmé, comme je vous dis, c'est que Anna Waterhouse et Joe Shrapnel sont vraiment signés pour développer une suite au film. Il y a quelques mois, il y avait des nouvelles qui étaient sorties comme quoi que Tom Cruise serait intéressé à revenir.
que Emily Blunt serait intéressée à revenir et que Doug Liman serait intéressé à revenir. Mais personne voulait prendre les devants et backer le projet. Tout le monde disait oui, on veut tout en revenir, on veut faire un Edge of Tomorrow 2, mais personne prenait les devants pour essayer de soutenir le projet et le pousser un petit peu plus loin. Avec les commentaires de Christopher McQuarrie et l'annonce de l'embauche de Joe Shrapnel et Anna Waterhouse pour écrire le film, ça a un peu poussé tout le monde à sortir et essayer de faire de quoi avec ça. Tom Cruise a réitéré le fait qu'il voulait jouer dans le film, Emily Blunt aussi. Donc, en ce moment, il n'y a pas un film en développement, mais il y a un script qui est en train de se développer pour le film Edge of Tomorrow 2. On verra vraiment ce que ça donne. Personnellement, j'ai pas aimé le film. Je sais que tout le monde l'a adoré, mais j'ai vraiment pas aimé. Le marketing était merdique, puis ça a vraiment fait mal au film. Puis j'ai vraiment pas aimé Edge of Tomorrow 2. Je m'excuse, je trouve que c'est un film de merde. Le film Wolverine 3, qui est supposé sortir le 3 mars 2017, vient de trouver, selon les rumeurs, son méchant. Boyd Holbrook, celui qui joue l'espèce d'agent de la CIA dans la série Narco, serait, en fin de compte, le chef de la sécurité d'une grosse firme qui va affronter The Wolverine dans le film. J'ai aucune idée, vraiment, il y a pas, on pense tous que ça va être Old Man Logan, mais ça risque d'être très différent. Il y a plusieurs rumeurs qui étaient sorties comme quoi que ça allait être Old Man Logan, mais qu'elle allait tirer ça dans une autre direction. Bref, on sait plus trop ce que ça va être. Selon les dernières sorties, les dernières infos qu'on a, ça a pas de l'air d'être Old Man Logan, mais pas du tout. Le film, ça va dans une autre direction complètement. On sait que Patrick Stewart a signé pour revenir dans le film de Wolverine 3, qui va un peu mettre fin à cette ère de X-Men là, si je pourrais dire, parce que après ça on va on va viser complètement sur la nouvelle génération, en fin de compte les nouveaux X-Men qu'on va voir dans le film X-Men Apocalypse. Bref, Patrick Stewart va revenir, Hugh Jackman, ça va être son dernier film où il va incarner The Wolverine. Et maintenant, Boyd Holbrook devrait jouer le méchant dans le prochain film. C'est James Mangold qui va revenir puis qui va diriger le film qui a déjà été écrit, à vrai dire, par Michael Green. Donc, on sait pas vraiment sur quel pied danser en ce moment avec le film Wolverine 3. C'est le dernier film de Hugh Jackman. On voulait vraiment voir Old Man Logan, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qu'on va avoir. J'ai l'impression qu'on va avoir une version tordue de Old Man Logan que personne ne va vraiment apprécier. En même temps, faut le rappeler, des millions de fois, là. Faut toujours se le remettre dans la face. Ceux qui trippent vraiment sur le matériel original, là je parle ici des gros nerds, là. On représente à peu près 4% des ventes de billets de cinéma pour les films de super-héros et autres. Mais c'est nous autres qui sont le plus vocales à péter notre coche quand le film est pas fidèle à ce que c'est dans la BD ou à ce qu'on s'attend de voir. Mais on représente un gros 4% des ventes de billets de cinéma. C'est rien, c'est des peanuts. 4%, écoutez, les studios seraient prêts à payer 4% juste pour qu'on se ferme la gueule puis qu'on arrête de chialer sur Internet. Donc, c'est ça que je vais faire. Tormund the Giantsbane de la série Game of Thrones. Vous le reconnaissez, c'est le rouquin avec la barbe monstrueuse. C'est Christopher Hivju. Ça a été annoncé la semaine passée, ou cette semaine? Bref, la semaine passée ou cette semaine. Ça a été annoncé récemment. Que Christopher Hivju va joindre Charlize Theron pour être les méchants dans le prochain Fast and Furious qui va s'appeler Fast 8. Charlize Theron va jouer la grosse méchante dans le film et Christopher Hivju va jouer ses bras, le gros muscle, il va jouer celui qui va péter sa coche puis se battre contre The Rock sûrement. Bref, toute la gang des Fast and Furious va revenir à l'exception d'une personne qu'on connaît déjà, qui ne reviendra pas parce qu'elle est décédée. On parlera pas de ça. Mais bref, toute la gang va revenir pour Fast 8 et maintenant les deux méchants sont confirmés. C'est vraiment étonnant de voir Charlize Theron puis Christopher Hivju prendre la vedette puis jouer les méchants dans des films comme Fast 8, qui sont des films très rentables, soit dit en passant. Une des séries les plus rentables au cinéma dans les dernières années. On est rendu au 8e film, c'est pas peu dire. Mais c'est pas des films
d'acteurs monstrueusement bons, je pourrais dire. C'est pas des films malades mentales. C'est des films qui sont quand même, je dois dire que c'est un plaisir inavoué, je pourrais dire, là. C'est des films d'action poussés, invraisemblables, mais qui sont quand même très le fun à voir, puis font énormément d'argent au cinéma. Donc, j'étais un peu étonné de voir Charlize Theron puis Christopher Hivju, qui sont des acteurs très dramatiques puis très profonds, qui font des très bons films d'action, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas des acteurs d'action, mais qui normalement font des rôles un peu plus poussés, si je pourrais dire, que dans la série Fast and Furious. Donc, bref, je sais pas ce que ça va donner. J'ai quand même hâte de voir ce que ces deux-là sont capables de faire. En même temps, ça peut peut-être ramener du sérieux et une grosse profondeur à la série Fast and Furious. Ben ramené, il y en a jamais vraiment eu, mais ça pourrait peut-être amener une autre dimension, je pourrais dire, à la série Fast and Furious, qui pourrait être intéressant. Je vous tiens au courant pour les prochaines nouvelles du film Fast 8. Parlant d'un acteur qui joue dans Game of Thrones, Pedro Pascal, celui qui s'est fait défoncer la tête par The Mountain, vient de signer pour jouer dans Kingsman 2 de Golden Circle. Il y a plusieurs acteurs qui sont rattachés au projet. Taron Egerton qui va revenir, Julianne Moore qui va être la grande vilaine dans le film, Halle Berry qui va jouer un peu la tête de la CIA, et maintenant Pedro Pascal, qui est confirmé, qui va jouer dans le film. Il devrait être associé normalement au personnage de Halle Berry et va travailler pour la CIA. Je dis ça normalement, c'est parce que dans la BD ça se passe un peu comme ça. Bref, ça c'est autre chose, c'est un autre monde. On se départit un peu du monde de la BD, mais son personnage a été confirmé pour être du camp de Halle Berry. Il y a aussi un poster qui est sorti en ligne. J'ai de la misère à le retrouver. Je sais même pas si je vais être capable de vous le montrer, mais qui prouverait que le personnage oh my god, je me rappelle plus de son nom, mais le personnage principal, je vais aller voir ça 2 petites secondes, si vous êtes patient, je vais vous montrer tout cela. Le personnage de Colin Firth devrait revenir dans la suite du film parce que, principalement, je vais vous décrire le poster parce que j'ai de la misère à le retrouver en ligne. On voit les lunettes du personnage de Colin Firth avec seulement une des 2 lentilles qui est complètement noircie. Parce que dans le film, il mange, spoilers en passant, il mange une balle directement dans la tête. Mais là, on voit sur le poster du film que ces mêmes lunettes-là, une lentille qui est complètement noircie, peut-être que le personnage a survécu et qu'il est aveugle d'un œil. Bref, ça se pourrait. Ça serait vraiment génial de voir le personnage de Colin Firth revenir. On n'en parle pas, puis c'est très caché. Ce poster-là est très dur à trouver sur Internet et c'est pas un fan-made, c'est vraiment sorti par le studio. Donc, on sait vraiment pas est-ce que ça va sortir ou pas? Qu'est-ce qui va arriver avec ce personnage-là? Qu'est-ce qui va arriver dans la suite de Kingsman? Il y a plusieurs gros acteurs maintenant qui sont attachés à ce projet-là. Ça risque d'être franchement très intéressant. Un film qui est vraiment... c'est une grande attente pour moi. Ça va sortir le 16 juin 2017. Je vous tiens au courant pour toutes les nouvelles de Kingsman 2. The Golden Circle. Je voulais parler un peu pas des rumeurs, mais des demandes des studios suite... Alors, comment je pourrais expliquer ça? Il y a des reshoots, on va commencer par la base. Il y a des reshoots qui sont faits en ce moment pour le film Suicide Squad qui sont quand même assez importants. Des reshoots, ce que c'est que après avoir tourné le film et fait une bonne partie du montage, on décide de retourner sur le plateau pour tourner des scènes additionnelles et changer quelques petits trucs dans le film, souvent des petits trucs qui marchent pas au montage. Bref, en ce moment, c'est ça qui se passe avec le film Suicide Squad. On est en train de faire plusieurs reshoots et des reshoots quand même très importantes et de grande ampleur selon les rumeurs. Mais ça, ce que ça veut dire, souvent ça veut dire que le film a quelques problèmes côté histoire et qu'on essaye d'arranger ça en faisant des reshoots et en essayant de un peu arranger les petits problèmes de scène à scène, les problèmes de transition pour arriver à un projet qui se tient un petit peu mieux.
Mais en ce moment, c'est pas ce qu'on est en train de nous dire pour le film de Warner Brothers Suicide Squad. Ce qu'on nous dit en ce moment, et ça vient directement des studios et du directeur, c'est que le film est, selon eux, vraiment bon. Et que la saveur du film est vraiment humoristique et très dark. Et qu'en ce moment, on se permet du budget additionnel pour aller tourner des scènes additionnelles qu'on voulait à la base mettre dans le film, mais qui ont été jugées trop coûteuses pour faire partie du film. On se permet des reshoots, on se permet du budget additionnel pour rendre le film encore meilleur, selon les rumeurs, bien sûr, selon ce que le studio Warner Brothers est en train de sortir. Donc, ça serait pas des mauvaises nouvelles, ce serait pas à vrai dire quelque chose de très inquiétant. Au contraire, ça serait que le studio et la réponse des groupes tests est tellement bonne qu'on décide d'accorder un peu plus de budget et d'aller chercher des scènes qu'on a jugées excellentes mais trop coûteuses au début pour garnir le film d'encore plus de folie, de vilainie et d'un paquet d'affaires. En même temps, la dernière bande-annonce qui est sortie au MTV Movie Awards, je vais la mettre sur la chaîne de Popcorn. C'est une bande-annonce qui fait très bien la job. On voit vraiment le style humoristique dark des vilains. Ça a l'air d'être très fidèle à ce que les vilains sont, si je pourrais dire, dans cet univers-là. C'est des vilains, c'est pas des gars qui sont très gentils. Au contraire, ils vont foutre la merde et foutre le bordel. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. J'avais quand même certaines craintes parce que il y a beaucoup de personnages dans ce film-là, énormément de personnages. Et avec Batman v Superman, on avait quelques personnages et on a un peu échappé la balle. On avait un petit peu trop de personnages. Wonder Woman avait pas d'affaires là. Il y a un paquet de personnages qui avaient pas d'affaires là dans ce film-là. La même chose pour Man of Steel. Il y a un paquet de personnages qui avaient pas d'affaires là. Ça, ce que c'est qu'on essaie de garder l'univers et de partir des lignes d'histoire à droite puis à gauche, mais c'était vraiment crissement pas nécessaire pour le film Batman v Superman. Donc, j'ai les mêmes craintes pour le film de Suicide Squad, mais mes craintes sont un peu en train de se faire dissiper avec les différentes bandes annonces qui sont sorties en ligne. Ça a vraiment l'air d'un film qui va être vraiment malade mental, un film vraiment, vraiment le fun à voir, si je pourrais dire. En même temps, Batman v Superman m'a permis de voir qu'il y a une chose que j'aime vraiment dans ce film-là, et c'est Lex Luthor. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. Déteste le fait que ce soit Jesse Eisenberg qui joue Lex Luthor. Puis il y a beaucoup de gens qui détestent son interprétation de Lex Luthor. Mais au contraire, moi je l'adore. Il va ailleurs avec le rôle, il fait quelque chose de très différent. Et pour vous dire la vérité, il fait quand même un très bon maniaque. Il fait quelqu'un qui est vraiment pas bien dans sa tête, puis qui pète sa coche. Et là, je fais référence à quelques scènes dans Batman v Superman, entre autres quand il donne son speech devant l'Assemblée au party. On voit vraiment la profondeur de sa folie. Puis ça, je trouve ça vraiment agréable. Donc, j'ai l'impression qu'on cerne bien les vilains dans l'univers de Warner Brothers de DC. On est en train de très bien cerner le fait que les héros sont importants, oui, et on fait une bonne job du côté des héros, mais qu'on a besoin de faire des vilains qui soient aussi profonds, sinon encore plus profonds que les héros dans cet univers-là. En même temps, Suicide Squad. En même temps, la Justice League, j'ai toujours trouvé que c'est une équipe un peu poche, un peu plate, je pourrais dire, à regarder, parce que c'est tous des dieux, c'est des surhumains. Mais ce qui est le fun, c'est de les voir affronter des héros des vilains qui ont énormément de profondeur, des vilains qui ont énormément de créativité, puis qui font des plans vraiment machiavéliques sans arrêt. Donc, je pense du côté de DC, la profondeur des films, puis vraiment la richesse des films, va se faire valoir, si je pourrais dire, à travers les vilains de la DCU. Et c'est vraiment ce qu'on va voir, make it or break it, avec le film Suicide Squad. La nouvelle bande-annonce aussi qui est sortie au MTV Movie Awards pour Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows nous donne un meilleur look à différents personnages, entre autres Bebop et Rocksteady, qui font une très bonne job dans le film, je pourrais dire. Je déteste cette itération-là des Tortues Ninja. Je trouve que c'est vraiment mauvais, mais vraiment mauvais. Mais il y a quelque chose que j'aime par contre, c'est qu'on va un petit peu plus loin dans l'univers. Là, on sait qu'on va avoir Krang qui va faire partie de l'univers, Bebop et Rocksteady qui sont des personnages quand même très iconiques des Tortues Ninja. April O'Neil qui va être là avec Casey Jones. J'aime pas vraiment
Casey Jones, l'itération de Casey Jones, qui est faite par sa face à lui, par Stephen Amell, qui joue Arrow. Je trouve que c'est un peu fait de glace, ce gars-là. Il y a pas vraiment d'émotion quand il joue, ça me fait un peu chier. Il y a aussi le personnage de Baxter Stockman qui va devenir l'espèce de professeur mouche. Bref, il y a quand même plusieurs personnages de la BD qui vont ressortir dans le film de Tortue Ninja. Puis c'est là, selon moi, qu'on va trouver quelque chose d'assez intéressant. Que l'univers est plus loin que Shredder, parce qu'on n'a jamais connu d'autres méchants que Shredder dans les films de Tortue Ninja. Et on va aller au-delà de ça, et maintenant on va avoir le droit d'avoir un univers un petit peu plus éclaté. J'aime pas cette itération-là des Tortues Ninja, je l'ai répété à plusieurs reprises. Je déteste le fait que ce soit des tortues de 8 pieds, c'est supposé être des ninjas, mais comment tu veux te camoufler quand tu fais 8 pieds? Les personnages fitent pas dans l'univers à côté des êtres humains. Mais maintenant, avec Krang, Bebop et Rocksteady, Dr. Baxter et un paquet de gens derrière de ça, un paquet de méchants derrière de ça, je pense que les Tortues Ninja vont un peu plus avoir de place, si je pourrais dire, avoir un peu plus de sens à combattre ces méchants-là qui vont être plus grands que nature et déformés comme il n'y a pas de sens. Mais à côté des êtres humains, je trouve que ça fit mal en univers. Donc, on verra bien ce que ça donne, Teenage Mutant Ninja Turtles. J'ai vraiment pas beaucoup d'espoir pour ce film-là, mais je suis sûr que ça va faire un hit au box-office, tout comme le premier. On verra bien ce que ça donne. Dernièrement, je voulais parler de quelque chose d'assez intéressant, qu'on appelle le screen time. Screen time, c'est... quand on fait un film, on divise chaque acteur en screen time. Ce qui veut dire, mettons, là, on va prendre l'exemple très précis. Dans Captain America Civil War, tous les acteurs ont une charte de screen time. Ce qui veut dire combien de fois on les voit à l'écran. Puis combien de minutes on les voit à l'écran. Après ça, on fait un average out. Puis mettons Captain America, on va le voir 15 fois d'une durée de 6 minutes chaque. Iron Man, on va le voir 8 fois d'une durée de 10 minutes chaque, peu importe. Le screen time est quand même très bien divisé. Et c'est une formule très précieuse à Marvel parce qu'on veut voir les personnages iconiques à l'écran le plus possible et le plus longtemps possible. Mais, chose qu'on avait un petit peu de la misère à gager, c'est le personnage de Spider-Man, le personnage de Tom Holland à l'écran dans Captain America Civil War. C'est un personnage qui fait partie de Marvel, mais qui est pas propre au studio de Marvel, à vrai dire, c'est au studio de Sony. Donc on savait pas à quel point Spider-Man allait prendre de l'importance dans un film de Marvel par le studio Marvel, mais en collaboration avec le studio Sony, parce que c'est un personnage de Sony. Est-ce que c'est clair? Si oui, good. Sinon... fuck you. Mais bon, on savait vraiment pas ce que ça allait avoir de l'air. Mais selon les chiffres qui sont sortis, le personnage, Tom Holland a un screen time de 30 minutes, qui est vraiment énorme, là. Il est là pour le quart du film, là. Donc, c'est vraiment énorme, là. C'est beaucoup de temps à l'écran. On va avoir, selon les chiffres, 10 minutes de Peter Parker, qui est vraiment le personnage de Tom Holland à l'extérieur du suit de Spider-Man. Et on devrait avoir 20 minutes de Spider-Man là, dans son costume rouge et bleu à web slingé à droite et à gauche. En même temps, c'est un film qui va fesser, il va avoir énormément d'action, donc c'est pas étonnant de voir énormément d'action du côté du personnage de Spider-Man. Mais bref, c'est énorme. Marvel mise vraiment royalement beaucoup sur le personnage de Spider-Man qui va prendre une très grande importance, selon moi, selon la réception du public. Ça va prendre une très grande importance dans les prochains films de Marvel. Et Sony est vraiment mieux de pas l'échapper parce que Marvel est en train de mettre un peu, pas toutes ses œufs dans le même panier, mais est en train de mettre pas mal d'œufs dans le panier de Sony. Puis Sony est pas vraiment reconnu pour faire des films de qualité, surtout avec des personnages d'importance comme Spider-Man. Ils l'ont échappé plusieurs fois dans le passé et ça pourrait franchement être merdique. Mais bref, Tom Holland a une énorme place dans le film, 30 minutes à l'écran, 10 minutes de Peter Parker, 20 minutes de Spider-Man, ce qui veut dire 20 minutes de tapage de gueule et 10 minutes d'introduction et de profondeur de personnage. Ça risque d'intéressant à voir. Captain America Civil War, plusieurs personnes dans le monde critique qui sont allées voir le film qui est... ont le droit de voir les films d'avance, c'est totalement normal. Il y a énormément d'embargo en ce moment
qui sont en train de se faire briser, et malheureusement il y a énormément de gens qui perdent leur job à cause de ça. Justement, il y avait un embargo sur le personnage de Spider-Man. Les critiques qui ont vu le film avaient pas le droit de parler du personnage de Spider-Man. C'est un grand secret caché. Les chiffres qui sont sortis, c'est sorti par une critique justement qui a perdu sa job et qui ne peut plus jamais travailler dans le domaine de critique de cinéma. Mais bref, les embargos sont très solides en ce moment. C'est pour ça qu'il y a vraiment pas beaucoup de nouvelles qui sortent sur le web pour le personnage de Spider-Man et de Captain America Civil War. Selon les critiques, c'est un des meilleurs films de Marvel, mais ce n'est pas le meilleur. Ça serait dans les 2-3 meilleur film, mais ce serait pas le numéro 1. On s'attendait vraiment, selon les bandes annonces, à voir le meilleur film de Marvel depuis le début. Mais apparemment que non, Avengers et Captain America 2 font une meilleure job que Captain America Civil War, mais ça reste à voir. C'est toujours l'intérêt du public qui va vraiment faire pencher la balance. Selon moi, ça a le potentiel d'être le film le plus rentable de Marvel jusqu'à présent. Mais Marvel brise des records à chaque fois. Chaque nouveau film brise des records sans arrêt. Ça a brisé des records avec les films d'Iron Man, après ça a brisé des records avec les films de Thor, après ça a brisé des records avec Avengers. On pensait qu'Avengers, c'était le maximum qu'on pouvait faire. Est arrivé Gardien de la Galaxie et on a encore une fois brisé des records. Donc, il y a Ant-Man qui a pas brisé des records, mais qui a été vraiment avoué par la critique comme étant un des meilleurs films de Marvel. C'est un film dans l'ensemble qui était le plus structuré, qui faisait le plus de sens. Donc bref, le futur de Marvel est vraiment assuré. On met beaucoup d'œufs dans le panier de Sony, justement, avec le personnage de Spider-Man. S'il vous plaît, Sony, faites de quoi qu'il y a de l'allure avec ça. Échappez pas ce personnage-là encore une fois. Si c'est impardonnable si vous l'échappez ce coup-là. Plus jamais j'écoute des films faits par Sony si jamais ils font pas de quoi de cool et de nice avec le personnage de Spider-Man. Donc c'est tout pour les Geek News. Comme on l'a dit en entrée du show, on essaye fortement de se tenir à notre horaire, mais ça marche très peu parce qu'on vient de déménager, c'est un peu le bordel. Ça a pris 1 semaine et demie au lieu de 2 jours pour se brancher sur Internet. On est en retard sur un paquet de nouvelles. Mais bref, on va essayer d'être à jour, à date et à notre affaire. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est très important. Partagez nos vidéos, ça serait très gentil de votre part. On se voit la semaine prochaine.